Bonsoir et merci d'être à ce rendez-vous pour passer en revue les principales informations de ce jour. Au siège de la FINUL à Naoura, au Liban Sud, le comité technique militaire, connu sous le nom de mécanisme, s'est réuni pour la 15e fois. L'objectif, renforcer la stabilité le long de la ligne bleue et progresser vers un cessez-le-feu durable. Il s'agit de la deuxième réunion depuis la nomination au sein du comité de représentants libanais et israéliens civils, dont le diplomate et avocat Simon Karam, qui avait participé à ces discussions, les premières entre les deux pays, impliquant des civils depuis des décennies. Selon l'ambassade américaine, les délégations militaires ont présenté leurs dernières évaluations opérationnelles et exploré de nouvelles pistes pour améliorer la coordination sur le terrain. Tous s'accordent sur un point, le rôle central de l'armée libanaise, considérée comme la garante de la sécurité au sud du Litanie. Son renforcement est jugé indispensable pour stabiliser la région et prévenir toute reprise des hostilités. La dimension civile n'est pas en reste. Les participants ont insisté sur la nécessité de préparer le retour sécurisé des habitants déplacés, d'accélérer les efforts de reconstruction et de répondre aux priorités économiques d'une population éprouvée. Le comité rappelle que les deux volets, la sécurité et la politique, sont indissociables. L'objectif reste consolider la stabilité des deux côtés de la frontière, réduire les risques d'escalade et ancrer un cessez-le-feu permanent. Les membres du mécanisme se retrouvent en 2026 pour une nouvelle session dans l'espoir de transformer ces discussions techniques en avancées concrètes sur le terrain. En visite officielle à Beyrouth, le Premier ministre égyptien Mustafa Madbouli a rencontré le chef de l'État Joseph Aoun après un entretien au Grand Sérail avec son homologue Nawaf Salam. Le dirigeant égyptien a réaffirmé le soutien du Caire à la stabilité du Liban, appelant à renforcer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire et dénonçant les violations israéliennes au Liban Sud. Cette visite intervient dans un contexte régional marqué par de fortes tensions et une pression internationale croissante pour consolider le cessez-le-feu au sud. À Beyrouth, la visite du Premier ministre égyptien Mustafa Madbouli s'inscrit dans une démarche de soutien politique et régional au Liban. Après une série de réunions au Grand Sérail, il a été reçu à Bravda par le chef de l'État, Joseph Aoun. Le renforcement de la stabilité et le soutien au rôle de l'État libanais étaient au cœur des discussions. Nawaf Salam et son homologue égyptien ont passé en revue les relations bilatérales et les moyens d'approfondir la coopération dans des secteurs clés, énergie, industrie, transport et économie. Lors de la conférence de presse, Mustafa Madbouli a martelé le soutien constant de l'Égypte au Liban. Il a insisté sur le fait que le Liban est un pilier essentiel de la stabilité au Moyen-Orient et a affirmé soutenir les efforts des autorités libanaises pour étendre l'empire de l'État sur tout le territoire libanais. La réunion du Premier ministre égyptien avec le président Joseph Aoun fut axée sur la sécurité, la coopération et la consolidation du cessez-le-feu dans le sud, alors que les tensions persistent le long de la frontière. Le message du Caire est clair, empêcher toute escalade et aider le Liban à restaurer pleinement son autorité. Pour Beyrouth, cette visite ouvre la voie à des partenariats économiques et énergétiques. Et voici un reportage sur la Middle East Airlines qui marque ses 80 ans. Une compagnie qui a traversé plusieurs générations d'aviation et qui tente aujourd'hui de se réinventer entre modernisation de sa flotte, nouveaux services et intégration aux grandes alliances mondiales. Voici comment la Middle East Airlines continue de voler 8 décennies après son premier décollage. Reportage. Elle a vu passer l'aviation d'après-guerre, l'arrivée des jets, la révolution numérique, et elle est aujourd'hui là. À 80 ans, la Middle East Airlines continue d'occuper une place à part dans le transport aérien régional. Née en 1945, la compagnie débute avec quelques avions et des liaisons limitées. 8 décennies plus tard, MEA a construit un réseau solide au départ de Beyrouth et s'est imposé comme un transporteur moyen courrier reconnu.
Ce qui la distingue, une évolution continue. La flotte a changé d'uniforme plusieurs fois, passant des premiers avions à hélice aux appareils de dernière génération. Dans les coulisses, la compagnie a investi dans la formation et dans un centre de maintenance qui lui permet de garder ses opérations stables, même quand le contexte régional devient compliqué. Sur le réseau, MEA s'est installée sur des routes stratégiques, Moyen-Orient, Europe, Afrique du Nord, et en 2012, elle franchit une étape majeure en rejoignant SkyTeam, l'une des 3 grandes alliances mondiales. Une intégration qui lui ouvre des centaines de correspondances supplémentaires et renforce sa visibilité à l'international. Rester opérationnel dans une région instable n'a pourtant rien d'évident. Fermeture ponctuelle de l'espace aérien, variation de la demande, tensions géopolitiques, MEA a dû apprendre à s'adapter vite, parfois du jour au lendemain. Ses équipes techniques et son organisation interne jouent un rôle clé pour maintenir les vols ou relancer le réseau dès que les conditions le permettent. Pour ses 80 ans, la compagnie a annoncé le lancement de Fly Beirut, sa nouvelle filiale low cost, en 2027. Elle mise aussi sur une modernisation progressive, avions plus économes, services digitalisés et une amélioration de l'expérience passager. 80 ans après son premier vol, MEA veut montrer qu'elle ne se contente pas d'exister. Elle veut évoluer. Une compagnie qui a grandi avec l'histoire du Liban et qui continue malgré tout de regarder vers l'avenir. Les discussions diplomatiques autour de l'avenir de Gaza s'intensifient. Une réunion cruciale se tient en Floride entre les États-Unis, le Qatar, l'Égypte et la Turquie, alors que Donald Trump prévoit également de rencontrer prochainement le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. À l'heure où le cessez-le-feu reste fragile, Washington cherche à accélérer la mise en œuvre de son plan pour l'après-guerre. En Floride, la résidence de Mar-a-Lago devient le centre d'une nouvelle séquence diplomatique autour de Gaza. Les États-Unis, le Qatar, l'Égypte et la Turquie doivent y examiner les prochaines étapes du plan américain destiné à stabiliser le territoire palestinien après 2 ans de guerre. Selon un responsable américain, l'émissaire Steve Witkoff représentera Washington lors de cette réunion. Objectif, avancer sur la mise en œuvre d'un plan en plusieurs volets au cœur des discussions. Depuis octobre, un cessez-le-feu fragile reste en vigueur entre Israël et le Hamas. Mais sur le terrain, les violations se multiplient et la situation humanitaire demeure dramatique. Pour des médiateurs qatariens et égyptiens, il est urgent de passer à la phase suivante. Cette nouvelle phase prévoit le désarmement du Hezbollah, le retrait progressif de l'armée israélienne, la création d'une autorité de transition et le déploiement d'une force internationale pour sécuriser le territoire. Dans ce contexte, Donald Trump a confirmé qu'il pourrait recevoir prochainement Benjamin Netanyahou. Une rencontre probable, selon lui, qui pourrait avoir lieu en Floride dans les prochains jours. La Turquie participera également à la réunion de Floride, représentée par le ministre des Affaires étrangères Hakan Fidan. Cette réunion en Floride donnait un nouvel élan au plan américain pour Gaza, mais de nombreux inconnus demeurent, à commencer par la position d'Israël et l'avenir du cessez-le-feu. Les prochaines semaines seront décisives pour un processus de paix encore fragile. Une semaine après l'attentat qui a fait 15 morts sur la plage de Bondy, le gouvernement australien lance un vaste programme de rachat des armes à feu en circulation et appelle la population à une journée de recueillement national. Pendant que l'enquête avance, la police a également relâché 7 hommes interpellés jeudi, faute d'éléments les reliant à une menace immédiate. Une semaine après l'attentat de Bondy, l'émotion est toujours palpable sur cette plage, symbole du mode de vie australien. Dimanche dernier, Sajid Akram et son fils Navid ont ouvert le feu pendant une célébration de Hanouka. Bilan,
15 morts, des dizaines de blessés et un pays bouleversé. Les enquêteurs pensent désormais que l'attaque était motivée par l'idéologie du groupe d'État islamique. Le Premier ministre, Anthony Albanese, a annoncé un programme massif de rachat des armes à feu en circulation. Albanese insiste, il n'y a aucune raison pour qu'une personne vivant dans une banlieue de Sydney possède autant d'armes à feu. Nous allons retirer du marché les armes superflues, récemment interdites ou illégales. Il s'agira de la plus grande opération de ce type depuis 1996, année où plus de 600 000 armes avaient été récupérées après le massacre de Port Arthur. Dimanche prochain, à 18h47, l'heure exacte où les tirs ont commencé, les Australiens seront invités à allumer une bougie, un moment de recueillement national pour affirmer la résistance d'un pays meurtri. 2035. Cette année devrait marquer un tournant historique pour l'Europe, la fin des voitures thermiques neuves remplacées par des modèles 100% électriques. Une mesure phare du Pacte vert censée accélérer la transition écologique et positionner l'Union européenne en leader de la mobilité propre. Mais en 2025, face à la crise du secteur et à la concurrence mondiale, Bruxelles a fait machine arrière. Pourquoi ce revirement ? Quelles en sont les conséquences pour l'industrie, le climat et les consommateurs ? Plongeons au cœur d'un dossier qui divise l'Europe. Depuis des mois, les constructeurs européens tirent la sonnette d'alarme. Les ventes de voitures neuves stagnent. Les coûts de production explosent et la concurrence chinoise, menée par des géants comme BYD, gagne du terrain avec des modèles électriques bien moins chers. Dans ce contexte, l'interdiction des moteurs thermiques en 2035 semblait de plus en plus irréaliste. Les États membres, divisés, ont dû trouver un compromis. Stéphane Séjourné, commissaire européen chargé de la stratégie industrielle, assume un pragmatisme nécessaire. L'objectif reste la neutralité carbone en 2050. Mais nous devons tenir compte des réalités économiques et de l'adhération des consommateurs. Un aveu de faiblesse pour certains, une nécessité pour d'autres. Désormais, les constructeurs pourront continuer à vendre des voitures thermiques ou hybrides après 2035, mais sous condition. Ils devront réduire de 90% les émissions de CO2 de leurs véhicules neufs par rapport à 2021. Les 10% restants, ils devront les compenser en achetant des crédits carbone via l'utilisation d'acier bas carbone européen ou de carburants synthétiques. Une solution complexe qui laisse sceptiques les écologistes. Pour les ONG comme Greenpeace ou le réseau Action Climat, c'est un recul symbolique et mortifère. William Todds, directeur de Transport et Environnement, alerte. Ce compromis risque de ralentir la transition vers des véhicules propres et de compromettre nos objectifs climatiques. En échange, la Commission européenne promet un soutien massif à l'électrification, 1,5 milliard d'euros de prêts pour les batteries, des aides aux petits véhicules électriques abordables et une préférence européenne pour sécuriser les chaînes d'approvisionnement. De quoi rassurer les États comme la France, qui voient dans ces mesures une victoire pour l'emploi et l'industrie. Les réactions sont contrastées. L'Allemagne, qui défendait bec et ongle la neutralité technologique, salue une décision économique saine. La France, elle, regrette les flexibilités accordées aux thermiques, mais se réjouit des investissements dans les batteries. Du côté des constructeurs, Volkswagen parle d'un équilibre pragmatique, tandis que la fédération allemande VDA critique un plan trop complexe et inefficace. Les experts estiment que la part des voitures électriques dans les ventes neuves pourrait atteindre 75% en 2035, contre 100% initialement prévu. Un écart qui pourrait se traduire par 600 mégatonnes de CO2 supplémentaires sur 20 ans, l'équivalent de 2 mois d'émissions de l'UE. Le transport routier représente à lui seul un quart des émissions de CO2 de l'Union européenne. Avec ce compromis, l'Europe prend le risque de perdre du terrain face à la Chine, tout en affaiblissant ses ambitions climatiques. Jan Dornoff, chercheur à l'ICCT, résume. La transition vers l'électrique va ralentir, et l'industrie européenne pourrait en payer le prix fort. Pour les consommateurs, la question est simple. Auront-ils accès à des véhicules propres et abordables ? Le plan européen mise sur des supercrédits pour les petits véhicules électriques et des aides nationales à l'achat. Mais suffira-t-il à convaincre ? Ce compromis révèle une Europe tiraillée entre ses ambitions environnementales et ses réalités industrielles. Alors que la droite et l'extrême droite gagnent du terrain au Parlement, les mesures écologiques deviennent de plus en plus difficiles à faire passer. Pourtant, l'urgence climatique n'a pas disparu. L'Europe parviendra-t-elle à concilier emploi, compétitivité et transition verte ? Une chose est sûre, le dossier est loin d'être clos.
Les États membres et le Parlement européen devront encore valider ces propositions. Entre-temps, la course contre la montre continue, pour le climat comme pour l'industrie. Et au Japon, une équipe de glaciologues étudie de la glace ancienne provenant du Tadjikistan où un phénomène unique intrigue la communauté scientifique. Certains glaciers grossissent alors que la planète se réchauffe. En analysant ces carottes de glace très rares, les chercheurs espèrent comprendre les mécanismes derrière cette anomalie et peut-être trouver des pistes pour protéger, voire pour régénérer les glaciers du monde entier. Au Tadjikistan, certains glaciers continuent de s'épaissir, à rebours de la tendance mondiale. Une équipe internationale a prélevé des carottes de glace à plus de 5800 mètres d'altitude pour percer ce mystère. Ces échantillons, aujourd'hui analysés au Japon, pourraient livrer des informations cruciales pour protéger les glaciers menacés par le réchauffement. À Sapporo, dans le nord du Japon, le professeur Yoshinori Lizuka travaille dans un froid extrême. Dans cette chambre à moins 50 degrés Celsius, il manipule un fragment de glace, un fragment venu de très loin. Le glaciologue explique, si nous comprenons pourquoi ces glaciers grossissent, peut-être pourrons-nous appliquer ces mécanismes ailleurs, peut-être même les régénérer. En septembre, les scientifiques sont allés jusqu'à la calotte glaciaire de Konshukurbashi, dans les montagnes du Pamir au Tadjikistan. Altitude 5810 mètres, température extrême, un environnement hostile mais essentiel pour la science. Ces montagnes abritent un phénomène unique, l'anomalie du Pamir Karakoram. Alors que presque tous les glaciers du monde reculent, ceux-ci résistent et gagnent même en volume. Deux immenses carottes de glace ont été prélevées, 105 mètres chacune. L'une est conservée dans un sanctuaire souterrain en Antarctique, l'autre est arrivée ici, à Hokkaido, où elle est analysée centimètre par centimètre. Cette glace raconte l'histoire du climat sur des décennies, peut-être même sur des millénaires. Une couche transparente, une période chaude suivie d'un regel. Une couche plus légère, de la neige tassée, précieuse pour reconstituer les précipitations. Des fissures, des chutes de neige successives après un dégel partiel. Et parfois, des traces de volcans, de particules atmosphériques ou d'isotopes révélant la température. Selon Sora Yaginuma, une carotte de glace est unique. À partir d'elle, nous réalisons des analyses chimiques, physiques, historiques. Nous n'avons pas le droit à l'erreur. Les chercheurs espèrent trouver des fragments vieux de 10 000 ans, de quoi comprendre ce qui rend ces glaciers particulièrement résistants. L'enjeu dépasse largement le Pamir. Des milliers de glaciers disparaîtront chaque année dans les prochaines décennies, selon une étude de Nature Climate Change. Si ces analyses réussissent, elles pourraient éclairer les politiques de conservation, améliorer les modèles climatiques et peut-être offrir un nouvel espoir à un patrimoine naturel en train de fondre. Les premiers résultats sont attendus l'an prochain, mais déjà, ces glaçons précieux venus du toit du monde nourrissent un immense espoir, comprendre le passé pour mieux protéger l'avenir des glaciers. Sur ce, s'achève ce journal. Merci de suivre nos réseaux sociaux francophones. Bonsoir.